Bonjour à tous. Merci d'être venus écouter cette intervention sur le retour des parfums qui soignent. Je vais vous parler justement du retour des parfums thérapeutiques dans la parfumerie et dans la façon de se soigner. La crise sanitaire de 2019 a fait apparaître de nouveaux désirs concernant le parfum. On demande moins au parfum aujourd'hui de sentir bon, de procurer un plaisir artistique. On lui demande aussi de procurer du bien-être parce que les gens sont inquiets et le parfum est requis aussi pour apporter du bien-être. Les parfums gourmands aux notes sucrées avaient déjà, à partir des années 2000, commencé à remplir cette fonction parce que le sucre rassure et réconforte. Et la multitude de parfums sucrés, Plus belle la vie par exemple, sont une réponse à l'angoisse, au climat anxiogène dans lequel on vit. Et comme je vous le disais, le parfum maintenant ne cherche plus simplement à procurer un plaisir esthétique, mais à donner du bien-être. Et il renoue ainsi avec une fonction qu'il a occupée pendant des siècles dans nos sociétés, celui justement d'avoir un rôle non seulement bénéfique, mais un rôle thérapeutique. Depuis l'Antiquité jusqu'à la séparation de la pharmacie et de la parfumerie, le parfum a été le premier médicament. On s'est tout d'abord soigné avec des parfums. On s'en enduisait le corps et on les avalait même. Et donc on a perdu cette notion de parfum qui soigne. Mais c'est une des grandes fonctions du parfum qui a été oublié, qui commence à revenir. Alors, évidemment, jusqu'à la séparation de la pharmacie et de la parfumerie en France, ça a été fait en 1810 par un décret de Napoléon qui demandait aux parfumeurs qui présentaient des parfums thérapeutiques de donner la formule à une commission qui examinait si les parfums avaient vraiment un rôle thérapeutique. Et si la formule, selon cette commission, ne contenait pas de plantes aromatiques ayant des vertus thérapeutiques, le parfumeur ne pouvait pas indiquer que son parfum avait des pouvoirs thérapeutiques. Aussi, les parfumeurs, plutôt que de présenter leur formule à une commission qui pouvait voler la formule, ont préféré ne plus parler des pouvoirs thérapeutiques du parfum. Donc la pharmacie et la parfumerie ont commencé déjà à se diviser à ce moment-là. Et cette séparation a été accentuée par l'arrivée des molécules de synthèse qui remplaçaient les produits naturels, et là la séparation a été complète. Mais depuis quelques années, on observe un retour, après une très longue éclipse, de ces parfums qui soignent. Comme je vous le disais, le parfum a été le premier médicament. Et dans l'Égypte des pharaons, les parfums égyptiens étaient très réputés. Vous savez que les parfumeurs égyptiens au 1er siècle après Jésus-Christ passaient pour les meilleurs parfumeurs. Et leurs parfums avaient aussi des vertus soi-disant thérapeutiques. Et les médecins égyptiens étaient aussi les meilleurs dans l'Antiquité. Donc l'Égypte pharaonique avait les meilleurs parfums et les meilleurs médecins. Vous voyez ici une scène d'un papyrus où on voit un médecin égyptien qui donne une consultation à un prince syrien.
Alors les médecins égyptiens étaient très spécialisés. Il y avait des spécialistes des yeux, du ventre, de la gorge, des voies gynécologiques. C'était des parfums extrêmement réputés. Et le grand médecin grec, Hippocrate, a même passé 3 ans en Égypte pour apprendre la médecine. Vous voyez, parfum, médecine, très très liés dans l'Antiquité. Vous voyez ici le papyrus Hébert, une partie, parce le papyrus Hébert est très très long, il fait 20 mètres de long. Vous voyez une partie du papyrus Hébert. C'est un papyrus qui date, qui date de 16 siècles avant Jésus-Christ. Vous m'entendez dans le fond? Vous m'entendez? Ça va? C'est un papyrus qui date de 16 siècles avant Jésus-Christ. Et sur ce papyrus, il y a énormément de formules de parfums thérapeutiques, notamment celle du célèbre Kifi, dont je vous ai peut-être déjà parlé ici. Le Kifi, c'est le plus célèbre des parfums égyptiens. Sur ce papyrus, on a sa formule, mais on a aussi la formule du papyrus sur le fronton de 2 temples en Égypte, et on a aussi des documents qui viennent de médecins grecs. Et ce fameux Kifi était un parfum que l'on offrait aux dieux pour leur rendre hommage. Donc c'était déjà un parfum sacré. Et sa seconde fonction, c'était d'être thérapeutique parce qu'il soignait des maladies pulmonaires, intestinales et hépatiques. Et lorsqu'on le respirait, il le détendait, il euphorisait, comme le fait le vin, mais sans les effets de l'ivresse. Donc vous voyez, il y avait cet aspect bien-être que peut apporter le parfum. Les Égyptiens étaient très très en avance sur nous, parce que les parfums qui détendent, qui relaxent, sont apparus il y a déjà une trentaine d'années en Europe. Mais les Égyptiens, 16 siècles avant Jésus-Christ, avaient déjà le Kifi qui était supposé détendre. Vous voulez le sentir? Je vais demander à une jeune fille de vous passer des bouillettes. Merci, mademoiselle. Ne vous embêtez pas, je vais vous les passer. Alors dans ce parfum, il y avait un rhizome d'une plante qui ressemble au papyrus. Le rhizome de cette plante, c'est le souchet. Il y avait de la myrrhe, du roseau odorant, du jonc odorant, des fleurs de genêt, des baies de genièvre, de la résine de térébinthe, du miel et du vin. La base, c'était le vin, un alcool. Et ce parfum a été reconstitué par ce grand parfumeur que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Dominique Ropion. Et aujourd'hui, vous pouvez le trouver évidemment, en respectant les normes de l'IFRA, chez Astier de Villatte, à Paris. Et c'est un parfum qui est vendu 850 € ou un peu plus même, je crois. Donc, parce qu'il y a des produits très coûteux dans ce parfum. Le roseau aromatique, le jonc odorant, ce n'est pas des produits qu'on trouve facilement. Les fleurs de genêt, ça coûte très très cher. Alors, les médecins grecs et les médecins romains ont été très influencés par la parfumerie égyptienne, par la parfumerie pharmacie égyptienne.
Là, c'est une offrande du fameux kifi, vous voyez, le kifi qui est offert aux dieux par des prêtres égyptiens. Mais il servait, comme je vous l'ai dit, de médicament parce qu'on l'avalait aussi, hein, on l'avalait. Alors, les médecins grecs et égyptiens ont été très influencés par la médecine égyptienne. Vous voyez ici une boîte de médicaments romaine dans laquelle on pouvait introduire des parfums solides. Et un des grands parfums thérapeutiques de la Rome antique, que l'on ne trouve plus aujourd'hui dans les pharmacies, c'est la thériaque. Et la thériaque, c'est un parfum thérapeutique qui est apparu au 1er siècle après Jésus-Christ. Il avait été conçu par le médecin de l'empereur romain Néron, que vous connaissez tous en tant qu'Italien. Vous voyez Néron, il avait comme médecin Andromaque, et Andromaque lui a composé un parfum qui comportait 80 ingrédients aromatiques. Il y avait des tas de choses dedans, je ne peux pas toutes les énumérer, mais sachez aussi qu'il y avait dans ce parfum de l'opium et de la chair de vipère. La chair de vipère était censée renforcer les pouvoirs du parfum. Et Néron était devenu addict à ce parfum, évidemment, ça peut se comprendre, il y avait de l'opium. Non seulement Néron, mais l'empereur romain Marc Aurèle aussi était devenu addict à ce parfum. Alors tous les ingrédients, tous ces 80 ingrédients, étaient tamisés, broyés, longuement triturés, mis dans des vases scellés pour macération et fermentation. Vous voyez ici, c'est une gravure italienne qui représente la préparation de la thériaque. On voit les parfumeurs pharmaciens en train de secouer les ingrédients aromatiques. Et les petits pots qui sont derrière, là, on voit des petites vipères. Il y a une inscription. On voit un dessin de vipère parce que la thériaque contenait de la vipère. Alors, je n'ai pas demandé à Dominique Ropion de reconstituer la thériaque parce que c'est un peu compliqué. Il ne pouvait pas mettre de la vipère dedans, ni de l'opium. Donc, vous ne pourrez qu'imaginer la thériaque. La thériaque a été utilisée dans les pharmacies, a été vendue dans les pharmacies jusqu'en 1884. Vous voyez la longue carrière de cette panacée. C'était censé soigner tous les maux, la thériaque. C'était censé être une médication extraordinaire. La disparition de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ va entraîner un effacement de l'art du parfum qui va se réfugier dans l'Empire byzantin où se perpétuent les formes les plus raffinées des modes de vie gréco-latins. Mais les parfums qui soignent ne vont pas disparaître et vont continuer leur carrière. Au Moyen-Âge, la pharmacopée médiévale va être reconduite par les moines. Ce sont les moines qui vont fabriquer des parfums thérapeutiques. Vous voyez ici une scène de préparation de la thériaque encore, que j'ai oublié de vous montrer. Vous voyez les parfumeurs pharmaciens en train de triturer les ingrédients dans des grands mortiers. Un vase à thériaque. Celui-là, il date du XVIIIe siècle. Parce que, comme je vous le disais, la thériaque a eu une très longue carrière. Alors, les moines, au Moyen-Âge, vont cultiver des plantes aromatiques dans des jardins spéciaux pour composer des parfums thérapeutiques. Et il y a un document essentiel qui date du IXe siècle, c'est le plan de l'abbaye de Saint-Gall,
où on voit où ont été préparés les parfums thérapeutiques. Tout en haut, à droite, c'est le jardin des simples, mais là, je n'ai pas d'appareil pour vous le montrer. À côté, il y avait la salle où on préparait les parfums thérapeutiques, une autre salle à côté où les malades venaient consulter et où ils étaient soignés avec des parfums thérapeutiques. Vous voyez ici une partie seulement du jardin aromatique médicinal de l'abbaye de Saint-Gall. Vous voyez une partie des plantes qui étaient cultivées. On y voit notamment la menthe qui était utilisée pour combattre la fatigue, le romarin utilisé pour toutes sortes de maux, ça passait pour une panacée formidable, le romarin. La sauge, du latin salvare, qui veut dire sauver, et qui était très utilisée dans les compositions aromatiques parce qu'elle était dotée de très grands pouvoirs. Et il faut noter que dans les langues, que dans la culture arabe, la sauge se dit salmiya, qui sauve la vie. Vous voyez, dans la pharmacopée arabe, la sauge avait été dotée de ces pouvoirs aussi. Le lys était utilisé pour lutter contre les rhumes. La rose, on l'utilisait pour cicatriser les plaies. Enfin, il y a des quantités de plantes. Le fénugrec tout en haut était utilisé aussi, était cultivé. Et le fénugrec avait des vertus aphrodisiaques. C'était curieux que les moines cultivent du fénugrec parce qu'ils cultivaient aussi la rue. Et la rue a des propriétés anti-aphrodisiaques et ils en mettaient dans leur nourriture et leur boisson pour ne pas avoir de poussée libidinale. Donc vous voyez, là il y avait une contradiction. Mais ils arrivaient quand même à cultiver tout ça. Alors les moines vont chercher dans la campagne environnante toutes sortes de plantes pour aromatiser les maisons et les protéger des miasmes, c'est-à-dire de ces mauvaises odeurs qui apportaient des maladies. Et ils allaient chercher aussi du saule et de l'arène des prés pour soigner les rhumatismes. Et on sait aujourd'hui que dans le saule et l'arène des prés, il existe des salicylates dont dérive l'aspirine moderne. Vous voyez, de façon empirique, les moines savaient découvrir les vertus des plantes qui pouvaient soigner telle ou telle maladie, puisque l'aspirine dérive justement des propriétés médicinales du saule et de l'arène des prés. Donc tout cet empirisme avait quand même des effets. Les moines et les religieux jouent un très grand rôle dans la transmission des connaissances pharmaceutiques parce qu'ils traduisent les auteurs des médecins, ils traduisent les médecins arabes qui eux-mêmes avaient traduit les médecins grecs et donc ils transmettent les propriétés thérapeutiques des plantes aromatiques. Là, vous voyez un manuscrit arabe où il est question de la récolte du baume, une plante qui pousse en Arabie et en Jordanie. Alors ces pauvres moines travaillaient dans des endroits très froids, les couvents l'hiver n'étaient pas chauffés. Il n'y avait qu'une seule pièce qui était chauffée dans les monastères et les couvents, c'était la pièce où travaillaient les moines, le scriptorium. Il y avait une cheminée pour que l'encre ne gèle pas et que les doigts des moines ne soient pas engourdis. Vous voyez ici un moine en train de travailler sur un ouvrage qui transmet les pouvoirs aromatiques des plantes aromatiques. Je vais vous montrer maintenant un ouvrage sicilien qui date du XIIIe siècle
et qui parle des vertus thérapeutiques des plantes. Vous voyez ici le marube, une plante qui a une odeur un peu musquée et qui a été utilisée pour soigner les maux d'estomac et les bronchites. Ici, c'est le lys qui a été utilisé, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour soigner les rhumes. L'aunay, avec ses fleurs jaunes, qui a été utilisé comme tonique cardiaque. Et le souchet, il y a du souchet dans le kifi, le premier parfum que vous avez senti, était utilisé pour donner une bonne haleine et pour soigner la sciatique. Alors, au Moyen-Âge, il y a une phytothérapeute extrêmement importante que vous connaissez tous sûrement, parce que ces ouvrages sont toujours traduits, c'est Hildegarde de Bingen. Cette femme vivait au XIIe siècle. Vous la voyez ici recevant l'inspiration divine. Ces grandes flammes au-dessus de sa tête représentent l'inspiration divine. Hildegarde de Bingen était une religieuse très douée. Elle était visionnaire, musicienne, poétesse. Elle avait une grande influence à son époque. Tous les gens importants en Europe cherchaient à la consulter et avaient des rapports avec elle. Les plus grands souverains entraient en communication avec elle. Et elle connaissait très très bien les plantes médicinales. Pourquoi? Parce qu'elle avait une mauvaise santé. Et très tôt dans sa jeunesse, elle s'est intéressée aux plantes médicinales pour pouvoir se soigner. Et ensuite, elle a fondé un monastère en Allemagne, le monastère de Ruppersberg, où elle recevait les malades et elle les soignait avec des parfums thérapeutiques. Aujourd'hui, elle passe pour la première phytothérapeute moderne. Et ces analyses sur les plantes aromatiques médicinales ne sont pas remises en cause. Alors, au Moyen-Âge, les moines, une de leurs grandes fonctions, ce n'est pas simplement de prier pour le salut des âmes, mais c'est de soigner les malades. Et il y a beaucoup d'ordres hospitaliers. Ici, c'est l'un des plus puissants, c'est les hospitaliers de Saint-Antoine-l'Abbaye, qui sont dans le Vercors, mais qui avaient des maisons partout dans le monde. Et ces moines se réclamaient de Saint-Antoine, que vous voyez ici. Les flammes qui sont sous ses pieds représentent un mal, une maladie qui s'appelle le mal des ardents. C'était une maladie que l'on contractait lorsqu'il y avait une famine, une disette, et que l'on mangeait du seigle qui était avarié. Et cette maladie provoquait des brûlures intenses qui rendaient les gens comme fous, et il fallait justement, ils venaient se faire soigner à Saint-Antoine. Alors vous voyez au-dessus de Saint-Antoine des mains, des pieds, parce qu'on invoquait aussi Saint-Antoine quand on avait des maladies de peau. Alors à Saint-Antoine-l'Abbaye, il y a un fameux baume dont on a toujours la recette et qui servait à soigner ces malades. Lorsque la maladie prenait une forme gangréneuse, les moines appelaient des chirurgiens et on amputait les malades à la scie, vous voyez. Si vous allez à Saint-Antoine, vous pourrez voir tout ça. Alors, en Italie, vous avez aussi une célèbre pharmacie que vous connaissez tous, mais je ne peux pas ne pas vous en parler, c'est Santa Maria Novella. Elle a été créée au XIIIe siècle par des dominicains. Et ces religieux étaient très appuyés par les gens qui gouvernaient Florence, par les maîtres de Florence, la famille Médicis,
parce que les Médicis étaient des grands amateurs de parfums. Ce n'est pas par hasard s'il y a encore chaque année un salon de parfum à Florence. Hein. Florence est une ville du parfum. Et donc, il y avait dès le XIIIe siècle des parfums thérapeutiques à Santa Maria Novella, notamment un parfum que je vais vous faire sentir qui s'appelle le parfum au lys. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui peut... Merci. Et ce parfum a eu beaucoup de succès. Il soignait non seulement... Il était censé non seulement soigner de nombreux maux, mais il sentait bon aussi. Pharmacie et parfumerie n'étaient pas dissociés comme c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Et ce parfum était même exporté, je vous en donne d'autres, mademoiselle, jusqu'en Chine. Santa Maria Novella, le succès de Santa Maria Novella est dû à ces parfums thérapeutiques qui étaient très célèbres hein, dans le monde entier. Vous voyez ici le couvent Santa Maria Novella, l'apothicaire où les moines préparaient les parfums et la fortune de Santa Maria Novella au XIXe siècle. Vous voyez comme la salle des ventes était devenue luxueuse. Les moines s'étaient beaucoup enrichis avec leurs parfums thérapeutiques. À Santa Maria Novella, il y avait aussi un produit très célèbre qui sentait nettement moins bon, c'est le vinaigre des 4 voleurs. C'est un vinaigre qui contenait de la rue, du camphre, de la menthe, de l'absinthe, du romarin. Alors, on a la recette parce que les 4 voleurs qui avaient pénétré dans les maisons où il y avait des pestiférés et qui avaient pillé ces maisons, ces 4 voleurs ont été arrêtés et en échange de leur vie, on leur a demandé la formule. Et c'est pour ça qu'on a la recette. Et ce parfum, vous pouvez le sentir encore à Santa Maria Novella. Aussi, je ne vais pas vous le faire sentir aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on a encore des parfums thérapeutiques très célèbres, et là, vous allez en sentir un. C'est la fameuse eau de la reine de Hongrie. C'est un parfum qui arrive avec la distillation à l'alcool en 1370. Les Arabes connaissaient la distillation, mais en Occident, on connaîtra la distillation beaucoup plus tardivement, notamment la distillation à la vapeur d'eau, c'était la distillation par les Arabes, va devenir la distillation à l'alcool en Occident, et les travaux seront faits à Salerne en Italie et à Montpellier en France. Et l'eau de la reine de Hongrie, c'est le premier parfum qui est fait avec cette technique qu'on appelle la distillation. Alors il y a dedans essentiellement du romarin, des fleurs de romarin, et ce parfum a eu une carrière formidable, moins que la thériaque, mais quand même, il a existé pendant des siècles et il était censé soigner, merci mademoiselle, soigner quantité de maladies, à tel point, ça c'est la légende qui le dit, que la reine de Hongrie, qui avait 72 ans, ce qui à l'époque était considérable, et qui était très malade, a retrouvé, après s'en être enduit et en avoir bu, elle a retrouvé sa santé, sa beauté, sa jeunesse, et a même été demandée en mariage par le roi de Pologne. Donc ça, c'est un des grands parfums thérapeutiques. À la Renaissance, on trouve à Santa Maria Novella ce pot qui contenait une formule médicinale aromatique pour lutter contre la peste, vous voyez. À la Renaissance,
il y a des gros progrès dans la distillation, notamment grâce au serpentin qui est découvert et qui est mis en place. Et les alambics ne sont plus en cuivre mais en verre. Et ça va permettre des distillations encore plus subtiles. Et il y a des parfums très, très intéressants à la Renaissance, notamment l'eau fine et très odoriférante, que je vais vous faire sentir, que la jeune fille va vous faire sentir. C'est un parfum qui contient beaucoup de produits exotiques, beaucoup d'épices, et vous allez comprendre pourquoi. Merci, mademoiselle. Si vous en voulez d'autres, ça suffit, vous en voulez d'autres? Oui. Vous allez comprendre pourquoi ce parfum contient beaucoup d'épices. Je vais vous dire pourquoi. Merci, merci beaucoup. C'est parce que, après les grandes expéditions de Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, qui était le premier à faire le tour du monde, Magellan, à la recherche d'or, mais aussi d'épices. Les épices vont arriver en plus grand nombre dans la parfumerie pharmacie, parce que les découvertes de ces grands navigateurs vont ouvrir des circuits commerciaux nouveaux. Et vous voyez ici Christophe Colomb, l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique centrale. Il a rapporté notamment le tabac, il a rapporté la vanille, il a rapporté des tas de produits nouveaux. Il a rapporté le baume de Tolu, le baume du Pérou, le copal. Donc, Christophe Colomb va rapporter de nouveaux produits et Magellan, Vasco de Gama et Magellan aussi. Vous voyez ici le blason qui a été fait au retour de l'expédition de Magellan. Magellan, le premier à avoir fait le tour du monde. C'est écrit sur la légende qui entoure le globe terrestre. Alors Magellan, qui était parti d'Espagne, n'a pas pu au retour être félicité par l'empereur Charles Quint parce qu'il avait été tué par une flèche empoisonnée lors d'un combat avec des aborigènes au cours de son voyage. Il désirait les évangéliser et évidemment les aborigènes ne se sont pas laissés faire et lui ont lancé des flèches et il est mort empoisonné. Mais son second, Sébastien d'Elcano, a réussi à faire le tour du monde et arriver jusqu'aux îles des Moluques où il a trouvé beaucoup d'épices et il est revenu triomphant en Espagne. Et vous voyez sur son blason l'importance de ces épices. Les croix comme ça, ce sont des bâtons de cannelle. À côté, vous avez des boules, des grosses boules. Ce sont des muscades, des noix de muscade. Et vous voyez tout autour encore des petits cônes, ce sont des clous de girofle, dont à partir de la Renaissance, les épices et d'autres produits nouveaux vont arriver dans la parfumerie pharmacie. Et l'eau fine et odoriférante que vous sentez, qui était faite pour soulager beaucoup de maux, contenait beaucoup d'épices et du benjoin, un produit nouveau qui vient de Sumatra. Lorsque vous sentez un parfum aujourd'hui qui contient du benjoin,
il faut penser que ce produit-là est arrivé dans la pharmacie-parfumerie qu'à la Renaissance. Alors, à la Renaissance, il y a d'autres choses nouvelles. On fabrique des compositions aromatiques pour soigner à partir des momies égyptiennes, parce que les momies étaient embaumées avec des produits aromatiques, et les pharmaciens en Occident vendaient des produits pour se prémunir de la peste qu'on appelait momies, qui étaient tirées de ces momies égyptiennes. Et lorsque ces momies ont commencé à disparaître, parce qu'il y avait beaucoup de pilleurs de tombes en Égypte, on a fabriqué en Europe des momies à partir de condamnés à mort. Alors les condamnés à mort étaient embaumés et distillés selon certaines recettes. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais ce médicament appelé momie a eu un très grand succès, et du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il a été utilisé pour se prémunir des maladies, notamment de la peste. Mais à la fin du XVIIIe siècle, le remède a été considéré comme quand même répugnant. Mais il a été très, très utilisé et on n'en parle pas dans les livres d'histoire. Mais c'est vrai. Alors, à la Renaissance aussi, pour renforcer les pouvoirs des parfums, on met des produits bizarres comme des perles, des pierres précieuses, des cornes de licorne. Alors la licorne est un animal mythique qui a une grande corne sur la tête. Alors les parfumeurs ne trouvant pas cet animal, ils mettaient à la place une dent que vous voyez ici, qui vient d'un cétacé marin, d'une sorte de cachalot. Et cette dent s'appelle le narval. C'était fait pour renforcer les pouvoirs des parfums. Les parfums devaient être d'autant plus efficaces qu'à la Renaissance, les endroits où on pouvait se laver, les bains publics qu'on appelait étuves, vont être fermés parce que les médecins pensent que l'eau chaude ouvre les pores de la peau et que les mauvaises odeurs qu'on appelle miasmes s'infiltrent dans les pores de la peau, rentrent dans le corps et apportent des maladies. Donc, ces étuves-là, elles datent du Moyen-Âge, mais à la Renaissance, elles vont disparaître. D'autant plus que les religieux demandent également à ce que ces lieux soient fermés, parce que c'était des lieux aussi où il y avait des comportements qui étaient très, très libertins, vous voyez. On ne faisait pas que se laver, mais donc ils sont condamnés par les médecins et les religieux qui trouvent que ce sont des lieux peu recommandables. Alors la carrière des parfums thérapeutiques continue de se développer au XVIIe, parce que pour les médecins, toute la vertu des médicaments ne consiste que dans la communication du parfum. Donc, pour que quelque chose puisse soigner, il faut qu'il ait du parfum. Et les jardins thérapeutiques, les jardins aromatiques médicinaux vont de plus en plus se développer. Je vous en montre un à Paris. C'est le fameux jardin des plantes que vous avez peut-être visité, qui s'appelait à l'époque le jardin royal des plantes médicinales. Il avait été créé par le père de Louis XIV et ce jardin était dirigé par un médecin qui enseignait la botanique aux autres médecins. Donc, les jardins médicinaux vont encore se développer au XVIIe. Ici, vous voyez de curieux personnages. Ces personnages, on les appelait les parfumeurs de peste. Ils étaient chargés
d'aller désinfecter avec des poudres fumigatives aromatiques les maisons où la peste était arrivée. Et il désinfectait aussi les humains en les mettant sous des sortes de cloches en drap et il les badigeonnait de parfums. Vous voyez comment ils étaient habillés. Alors ils avaient des parfums très forts qui étaient faits à partir de plantes aromatiques dans lesquelles étaient introduits des substances toxiques, voire même dangereuses, comme le soufre, la poudre à canon, l'arsenic. Ils s'en servaient pour désinfecter les maisons. Ensuite, ils avaient des parfums moins forts, où il y avait moins de produits très corrosifs, pour désinfecter les adultes en bonne santé. Les femmes et les enfants étaient désinfectés avec des produits, des parfums qui étaient jugés doux. Mais il y avait beaucoup d'accidents respiratoires lors de ces désinfections par les parfums. Certaines personnes s'asphyxiaient. L'importance accordée au parfum est encore très très importante dans ce costume de médecin de peste que vous connaissez sûrement. Vous voyez, les médecins qui approchaient les pestiférés portaient des gants parfumés. Je vais vous faire sentir des gants parfumés si vous voulez. Parce que ça sent très très bon. Excusez-moi. Je retrouve plus mon... Bon, on le sentira tout à l'heure. Et vous voyez, alors il portait des gants parfumés en cuir qui avaient été travaillés avec des substances aromatiques et il portait un masque avec un bec qui était rempli de substances aromatiques pour filtrer l'air respiré. Je cherche mes fameux gants, mais je ne les trouve pas là. Excusez-moi. Et l'importance du parfum là, dans la thérapeutique est très, 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 très évidente. Au XVIIIe siècle, les notes animales qui sont dans les parfums thérapeutiques vont être rejetées et on a une passion au XVIIIe siècle pour l'eau de Cologne. L'eau de Cologne qui avait réussi à soigner les soldats qui faisaient la guerre à Cologne, justement, les soldats européens qui se battaient entre eux. Il y avait des Français, des Allemands, des Anglais, des Italiens. C'est une guerre qui a duré 7 ans. Et on trouvait chez un marchand à Cologne qui s'appelait Jean-Louis Féminis, on trouvait une fameuse eau qui était faite à partir d'agrumes. C'est la première eau. Voilà un costume de médecin de peste encore. C'est le premier parfum qui était fait avec des agrumes. On y trouvait donc de l'orange amer, du cédrat, du citron, de la bergamote. Donc c'était une odeur inédite. Il y avait évidemment du romarin, parce que le romarin passait pour une plante qui avait de grandes vertus médicinales. On y trouvait du thym, des clous de girofle, d'autres plantes encore. Et les soldats qui se battent à Cologne au XVIIIe siècle vont envahir la boutique d'un descendant de Féminis. Féminis lui avait passé sa recette, et un certain Farina. Et ils vont acheter cette eau de Cologne, s'en badigeonner, la boire pour aller faire la guerre sans tomber malade. Et l'eau de Cologne a eu un succès considérable. Elle a déferlé sur toute l'Europe et elle est toujours présente aujourd'hui, l'eau de Cologne. Vous savez que l'eau de Cologne, on l'avalait aussi. Hein. On se soignait en avalant de l'eau de Cologne. Alors au XVIIIe siècle, les parfums thérapeutiques
vont encore avoir un très très grand succès. Il y en a de très agréables, comme l'eau des 1000 fleurs, qui était faite avec énormément de fleurs selon les saisons. Ça demandait plus d'1 an de travail, ce parfum, et c'était censé soigner beaucoup de maladies. Je vais vous montrer quelques flacons pour que vous régaliez vos yeux. Ça, ce sont des flacons du XVIIIe siècle qui contenaient des parfums pharmaceutiques, mais aussi pour le plaisir, hein, puisque pharmacie et parfumerie étaient extrêmement liées. Est-ce que la jeune fille peut faire passer ça? Elle est partie peut-être. Ah, merci mademoiselle. Merci beaucoup. Vous avez un rideau de preuve. Voilà. Alors Jean-Marie Farina, un descendant de féministes, va commercialiser l'eau de Cologne qui va avoir un très très grand succès, comme je vous le disais. Et l'eau de Cologne était recommandée par les médecins. Vous voyez ici sur cette affiche, les médecins affirment que c'est un excellent médicament. Pourquoi? Parce que l'eau de Cologne avait été soumise à la commission des remèdes secrets qui avait établi que c'était bien aussi un médicament. Et la carrière de l'eau de Cologne a été fabuleuse. L'eau de Cologne Farina existe toujours, on peut toujours en acheter. Et toutes les maisons de parfum aujourd'hui cherchent à avoir des eaux de Cologne. Parce que la recette de l'eau de Cologne n'est pas si facile à faire, hein. C'est un produit qui est quand même complexe. Alors, à la fin, à partir de la moitié du XIXe siècle, les parfums thérapeutiques vont disparaître. Je vous ai parlé de ce décret de 1810 qui avait eu comme effet de séparer la pharmacie et la parfumerie. L'arrivée des produits de synthèse va achever de séparer pharmacie et parfumerie, et les parfums thérapeutiques vont disparaître. Il n'y aura plus que des parfums pour le plaisir du nez. Et ça va durer quand même des décennies, mais il va y avoir un retour des parfums thérapeutiques en 1936 grâce à ce personnage que vous voyez ici. C'est un chimiste parfumeur qui s'appelle René Maurice Gattefossé. Vous le voyez dans son laboratoire dans la ville de Lyon. Il préparait des parfums parce que la chimie, évidemment, commençait à jouer un grand rôle dans la parfumerie. Et il y a eu une explosion et sa main a été brûlée. Alors il a fait appel aux médicaments chimiques et rien n'y faisait. Sa main commençait à avoir de la gangrène. Et il a eu l'idée, pour se soigner, de tremper sa main dans un flacon d'huile essentielle de lavande. Vous voyez ici, et sa main a guéri. Alors ça a été une révélation pour lui, alors qu'il ne s'intéressait pas du tout aux vertus des plantes aromatiques. Il a par la suite consacré sa vie à l'étude des plantes médicinales aromatiques. Et c'est lui qui a créé le mot aromathérapie. Ça vient de lui, puisqu'il avait publié un livre où il était question, qui s'appelait Aromathérapie, les huiles essentielles, hormones végétales. Et il a ouvert la voie au développement de l'aromathérapie. Ces travaux ont été repris et augmentés par un autre aromathérapeute médecin
il était même chirurgien des armées. C'est le docteur Jean Valnet, qui a écrit beaucoup de choses sur l'aromathérapie. Jean Valnet, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre, où on manquait de médicaments, soignait les soldats blessés avec des huiles essentielles. Pendant la guerre d'Indochine aussi, il s'est servi des huiles essentielles pour soigner les blessés. Alors aujourd'hui, les parfums thérapeutiques ont un second souffle et les parfumeurs, même ceux qui font de la parfumerie artistique, s'intéressent aux vertus thérapeutiques des parfums. De plus en plus de parfumeurs s'intéressent à ces vertus. À l'hôpital, dans les services de gérontologie, gynécologie, dermatologie, les parfums sont utilisés. On utilise le parfum pour permettre aussi aux gens qui ont la maladie d'Alzheimer de récupérer un peu de leur mémoire. Parce que comme vous le savez, le parfum est très lié aux émotions et à la mémoire. Et lorsque un malade d'Alzheimer sent un parfum qui réveille des souvenirs, il retrouve aussi les mots et les émotions qui accompagnaient cette odeur. Donc les parfums sont très utilisés pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Ils sont très utilisés pour permettre aux gens qui ont été dans le coma de retrouver l'usage des mots. On leur fait sentir des parfums et les mots reviennent. Ils ont une sorte de choc olfactif et les mots reviennent à la surface. On utilise les parfums dans les hôpitaux pour apaiser les malades, pour leur redonner l'appétit, pour soigner les plaies, parce que tremper les pansements dans des huiles essentielles permet de renouveler moins souvent les produits, ce qui peut être intéressant chez les brûlés, vous voyez, chez les grands brûlés. Cette femme qui s'appelle Anneliese Lobstein, elle est décédée très jeune, mais elle a fait beaucoup aussi pour le développement de l'aromathérapie. Elle était professeure de pharmacie à Strasbourg. Elle a beaucoup étudié les effets des plantes aromatiques médicinales sur les humeurs et les comportements. Et elle a créé en 2015 le premier diplôme d'université d'aromathérapie. C'était la fille d'un médecin, d'un docteur en pharmacie qui était passionné par les plantes médicinales, et elle s'est tout de suite très tôt intéressée aux plantes médicinales, notamment à celles qui poussent en Amazonie. Et elle a publié des articles sur les propriétés des molécules bioactives de ces plantes aromatiques que l'on trouve en Amazonie. Et elle a décrit leur action anticancéreuse, antidiabétique et dermocosmétique. Une autre personne qui joue un rôle dans cette expansion de l'aromathérapie, c'est une neuroscientifique et biochimiste de formation. Elle s'appelle Olga Alexandre. Et cette femme, là, je n'ai pas son portrait, mais elle travaille aussi avec l'École supérieure du parfum à Paris. Et elle a mis au point une thérapie olfactive pour permettre aux gens qui ont des problèmes alimentaires, des dépressions, des burn-out, des troubles anxiogènes, des troubles de la mémoire, d'améliorer leur état avec des parfums. Elle a créé aussi quelque chose d'unique, une association qui s'appelle Parfums des Anges et qui
crée, avec l'aide de parfumeurs appartenant à des pays très divers, comme l'Italie. Marc-Antoine Corticciato, qui expose ici, a travaillé pour cette association. Des parfumeurs français, des parfumeurs allemands. Elle a créé une association, cette association Parfums des Anges, qui prépare pour des enfants atteints d'un cancer un parfum sur mesure, à leur goût, parce que ce parfum les apaise et ils se raccrochent à ce parfum pour lutter contre leur anxiété, et ça apporte des améliorations dans leur état anxieux, vous voyez. Et des parfums, elle cherche à faire des parfums qui procurent un bien-être profond et qui désangoissent les malades. Vous voyez ici des jeunes enfants qui ont leur petit paquet avec un parfum fait sur mesure pour eux, et cette petite fille qui retrouve le sourire en respirant le parfum qui lui a été préparé par cette association. Comme vous le voyez, elle n'a plus de cheveux parce qu'elle a un cancer, mais on sent un apaisement considérable lorsqu'elle sent ce parfum. Alors les parfumeurs, comme je vous le disais, s'intéressent aussi de plus en plus aux vertus bienfaitrices des parfums, et l'École supérieure du parfum de Paris et de Grasse a même mis au point des cours de thérapie olfactive qui s'adressent aux médecins et aux parfumeurs pour permettre aux malades et aux gens anxieux de se détendre et de se soigner avec les parfums. On sait même aujourd'hui que les parfums interviennent dans les salles d'opération pour diminuer la quantité des produits anesthésiques. Les chirurgiens font diffuser des parfums dans la salle, ça détend le patient et on lui inculque moins de produits anesthésiants. Toutes ces réalisations sont le signe que les parfums qui soignent, ces parfums qui avaient disparu ces dernières décennies, sont en train de refaire un retour en force dans nos sociétés et à reprendre leur place dans la pharmacie-parfumerie. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de vous trouver un parfum qui vous fasse du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avez-vous des questions? Pas de questions? Monsieur? Oui, je répondrai tout à l'heure alors, parce que c'est...